Alors, d'abord, c'est quoi le rock, tonton Marjolaine? Écoute, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Quand on parle de... C'est quoi pour toi, quoi? Quand on parle de rock, évidemment, c'est lié à la musique, c'est lié à un mouvement oui, qui a débuté dans les années 50, qui s'est nourri du jazz, du blues, de pas mal de choses. Et après, c'est une mentalité, c'est un esprit, c'est bon, quand on dit quelqu'un qui est rock'n'roll, chacun sa petite idée de ce que ça peut être. C'est pas forcément parce qu'il a un perfecto ou qu'il a une banane, c'est une attitude en général, une façon de voir la vie, c'est un esprit, c'est très flou. Je crois que chacun se fait un peu son idée de ce qu'on entend par rock'n'roll. Mais c'est quoi tes premières apparitions, si je puis dire, rock'n'rollesques? Dans la bande dessinée Non. Dans la musique. Est-ce que t'as une enfance rock'n'roll? Non, mais parce que toi, t'es un vrai parisien. Oui, je suis un vrai parisien, ça n'a aucun rapport avec ça, mais... Si, peut-être... Ah non, il y a plein de gens qui ont découvert le rock'n'roll en habitant partout. Ah voilà, à Nérac. Je pense que le rock est arrivé en même temps aussi. Mais c'est vrai que je suis la génération de ceux qui ont vraiment vu arriver le rock comme quelque chose de vraiment nouveau. Mais moi, j'ai découvert un petit peu à travers le filtre de ce qu'on appelait les yéyés. C'est-à-dire que le rock en Amérique, c'était bien sûr, Graham Shepperry, voilà, ça se passait, celui d'en parler, formidable dans les dépôts. Et en France, c'était les Chaussettes Noires, Johnny Hallyday, les Chats Sauvages, etc. Donc le rock, je l'ai découvert au départ avec Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et mais on va en parler, tu joues de la musique, tu joues du rock. Oui, j'ai eu. Mais est-ce que c'est... parce que, je sais pas, par exemple, tu portes un très beau t-shirt, un sweatshirt de Hubert Mounier, Oui. Que j'ai bien connu, que j'ai même publié, et je l'ai connu à un moment où il ne savait pas s'il serait chanteur, suisse chanteur ou dessinateur. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de tout, Hubert Mounier est un dessinateur qui était le chanteur de la Fairless Trio, Chiplanette, etc., et qui faisait de la bande dessinée aussi, et qui était un très très bon dessinateur. Et il avait fait ce dessin pour une affiche d'un festival rock qui s'appelle Musique en stock. Voilà, et c'est vrai que malheureusement il a disparu. Et donc la question était, est-ce que ta première vocation c'est la musique ou le dessin? Ah non, mais la musique est venue sur le tard. Au début, j'étais comme tout le monde, j'écoutais la musique. Et c'est en arrivant aux arts appliqués, donc j'avais 17-18 ans, que j'ai rencontré Denis Cyr et quelques copains à lui qui avaient monté un groupe. Est-ce que ton père est dessinateur? Enfin, Mon père est artiste peintre. Ouais. Est-ce que c'est ça qui était... S'il avait été musicien, il fallait être musicien? Non, oui, de toute façon, ça, on peut toujours imaginer, mais c'est vrai que mon père étant dans la peinture, il faisait des fresques, des panoramiques, des sortes de trompe-l'œil, comme ça, pour décorer les murs. J'étais dans un milieu d'artistes, donc ma mère faisait du portrait plutôt, et moi j'ai toujours eu la passion du dessin, la musique est venue bien après, et jamais j'ai pensé de ma vie être un jour chanteur ou musicien. Par contre, la bande dessinée, c'est très tôt, j'ai senti que peut-être un jour j'en ferais mon métier. Alors aux arts appliqués, effectivement, tu rencontres des gens qui n'ont dans la bande dessinée, donc... Oui, mais finalement, je me rends compte par rapport au nombre d'élèves qu'il y a eu dans cette école, il y en a assez peu finalement. Je sais que quand je suis rentré dans cette école, tout le monde me disait « Ah, mais Zarzin, mais c'est de là que sort Giraud, Tardy, Mézières, j'ai vu quelques-uns. » Bon, c'était encourageant, tu vois, si ces gens-là ont fait les Zarzin, c'est super. Mais en fait, c'est une école où on faisait aucune formation autour de la bande dessinée. C'était même plutôt mal vu, donc je faisais de la BD chez moi, mais pas à l'école. Enfin voilà, c'est des hasards, c'est le bus et les Mézières. Voilà, ils ont fait. Alors on connaît, parce que beaucoup de gens ont dû lire le petit dossier introductif du programme, on connaît ton arrivée chez Métal un peu par hasard.
Et ce qui est étonnant, c'est de voir arriver un dessinateur comme toi chez Métal, parce que Métal, c'était le journal de Zorier, de Moebius, c'était un journal de SF en fait au départ. Ah, écoute, oui, c'est le hasard, effectivement, puisque je me sentais pas prêt pour faire de la bande dessinée, parce que je n'étais pas scénariste. J'adorais raconter des histoires, faire les copains raconter des histoires, mais dans ma tête, scénariste, c'était un métier, il fallait construire un scénario, tout ça. Donc, je me sentais dessinateur, mais pas scénariste. Donc, je me suis dit, je ne pourrais pas faire de la BD, mais peut-être un jour, je trouverai un scénariste. Mais en tout cas, je vais faire de l'illustration. Et donc, en allant montrer mes petits dessins, dont on en voit certains dans l'exposition, on voit même les tout premiers dessins. Chez Nathan, oui, je tombe sur Bernard Farkas, qui était un des 4 fondateurs de Hollande. C'est celui qui ne dessinait pas, en fait. C'est celui qui ne dessinait pas, qui a fait fortune par la suite en important de vescule, par rapport à la Bibliothèque, et qui m'a conseillé d'aller voir Jean-Pierre. Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, pardon, oui. Et quand il a parlé de Métal Hurlant, je dis, ah bah oui, j'ai vu ces affiches dans les kiosques, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis allé à Métal Hurlant voir Jean-Pierre Dionnet, mais pour moi, Métal Hurlant, ça m'évoquait rien du tout. Et je me suis dit, bon, peut-être s'il me publie, un jour, je serai enfin dans Pilote, mais pour moi, de commencer dans Métal Hurlant, on m'aurait dit, c'est un fanzine, pour moi, c'était pareil. Je ne me rendais pas compte de l'importance de ce magazine. Et quand j'ai vu que, en plus, c'était un magazine de science-fiction, j'étais bien emmerdé parce que j'avais dû lire deux bouquins de science-fiction dans ma vie, sur Mars et Boulogne, tout ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me mettre à la science-fiction pour être dans le ton. Mais j'ai bien vu que je n'étais pas dans le ton parce que les personnages avaient des gros nez, c'était plutôt là pour faire rigoler, et tous les autres, c'était des histoires fantastiques, magnifiques et tout ça. Mais du fait que Jean-Pierre, ça l'amusait, bon, ça m'a rassuré. C'était tout, c'était seulement parce que ça amusait. Parce que, en fait, peut-être que la science-fiction était un piège pour ce journal. C'est-à-dire que ça s'adressait aux amateurs de science-fiction, une population plutôt réduite. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de Dionnet de se dire il faut que je fasse de la BD classique, et tiens, un dessinateur super classique avec des gros nez. Moi, j'admire Jean-Pierre Dionnet parce qu'il avait une ouverture d'esprit. Il savait que même s'il avait fait un journal de science-fiction, il était prêt à engager des auteurs qui n'étaient pas de science-fiction. Alors moi, j'ai commencé à essayer de faire des petits martiens, des petits machins, un peu un truc science-fiction. C'est déjà une parodie de la science-fiction. Oui, c'était plutôt de la parodie, puisque mon but était plutôt de faire rire les gens. Et bon, Jean-Pierre m'a confié un scénario qu'il avait commencé, ça s'appelait L'Envahisseur de Bobigny. Voilà, et puis après, il y a eu 2 épisodes, donc on pensait faire un album, mais Jean-Pierre, après, très vite, n'a plus eu le temps de s'occuper de ça, il a dit tout, les scénarios, c'était très bien. Alors pourquoi c'est Rocky ton premier personnage, non? Ricky, pardon. Rocky. Et donc, pourquoi le rock fait éruption? Est-ce que ça correspond au moment où Manœuvre arrive dans le circuit? Alors, oui, je pense, parce que c'est... Alors, Philippe Manœuvre, c'est qui pour ceux que... Philippe Manœuvre, c'était un jeune journaliste passionné de rock'n'roll qui rêvait d'être un jour le lecteur en chef de Rock et Folk, ce qui s'est passé d'ailleurs par la suite, qui est arrivé à Métal Hurlant et qui a insufflé effectivement ce mouvement un peu rock'n'roll. Et comme le journal Métal Hurlant marchait bien, ils se sont dit tiens, on va faire des numéros spéciaux. Et le premier, je crois, si je ne me trompe pas, le premier thème a été le rock, donc c'était un numéro spécial rock. Et c'est là que je me suis souvenu des années aux Zarza où on répétait pour donner des concerts et j'ai fait raconter une petite histoire de répète en mettant quelques copains, quelques private jokes, comme on dit, dans ma BD. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est les Martiens, voilà. Et je vais faire des histoires. Il y a pourtant un lien, puisque le premier album s'appelle Ricky Banlieue. Ta première histoire se passe à Bobigny, on est déjà dans la banlieue. Non, le premier album s'appelle Franck Marjorin présente, et c'est une série de parodies de science-fiction. C'est pas Ricky Banlieue? Non, Ricky Banlieue, c'était mon 3e. Il n'y a rien préparé. Ouais, Franck Lebris, c'était le 2e, et le 3e. Tu es sûr, Franck? Tu es sûr? Ah, peut-être que je me trompe. Le premier est ton personnage, c'est bien banlieue quand même, je trouve. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est en créant cette histoire pour le spécial rock de Métal Hurlant, donc, j'ai
créé une bande de copains, et le titre était Ricky Banlieue et Série Noire, c'était le nom d'un groupe de rock. Et donc Ricky Banlieue, effectivement, était amené avec le héros, j'avais fait son physique c'était la tête d'un des copains qui avait rôlé comme ça gros longtemps, et je jouais un peu friche. Et donc je l'ai dessiné, c'était un one shot dans ma tête, donc j'ai mis les copains, Gilou c'était mon frère, et puis il y en avait un, c'était le petit gros de la bande, un peu le second, le personnage du second plan. Et lui c'était Lucien, et bon j'ai inventé le nom Lucien, ça n'était personne ce personnage. Et je lui ai fait une coiffure un peu cartoon, je me suis dit tiens, il faut que je trouve un truc qui évoque la balade du rocker, mais bon, sans faire toujours le même. Et j'ai créé cette espèce de spirale un peu débile. Et en fait, je me suis dit, c'est ce personnage-là qui est le plus marrant de la bande. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Quand Jean-Pierre et Philippe m'ont dit, ouais, c'est sympa ta BD et tout ça, et que je leur ai demandé si je pouvais revenir avec mes petits personnages de rocker, ils m'ont dit oui, pas de problème. Et c'est là que Lucien a commencé à s'imposer petit à petit. Alors, bon, c'est une banlieue qui est la banlieue de l'époque. C'est une banlieue où il n'y a pas de beurre, pas de plaque, pas de rap. Si, il y en a, mais si tu veux, moi, quand je suis allé en banlieue pour la première fois, c'était dans les années 70, c'était à Châtillon-sous-Beaulieu. Il y avait encore les maraîchers partout, c'était des petits pavillons, il n'y avait pas de cité, rien, tout ça c'est arrivé après. Et c'était encore vraiment une bande de banlieue de douaneaux. La petite mamie et son jardin potager. C'était une banlieue super sympa. Et c'est vrai que quelques années plus tard, ils ont construit déjà sur les maraîchers, et puis ils ont rasé des zones pavillonnaires pour faire des cités. Et là, ça a beaucoup changé, bien sûr. Donc la banlieue que j'ai racontée, c'était la banlieue de mon enfance, qui était une banlieue un peu idéalisée, entre guillemets, où tout le monde était gentil, quoi. Parce que c'est vrai que dans les années 70, j'avais plein de copains, de lycéens, qui étaient des fans des années 60 et qui se lookaient, qui étaient habillés, qui chez eux, qui avaient des vieux frigos, qui avaient tout. Les années 60, mais c'était un choix. Parce qu'à l'époque, il y avait des frigos modernes, il y avait plein de choses qui étaient plus modernes. C'est comme Chaland qui s'habillait en zazou, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'était peut-être une nostalgie de cette époque. Mais les personnages étaient déjà des nostalgiques. Ils étaient censés être des années 70, mais ils avaient un look des années 70. Et alors, tu retrouves dans Métal Hurlant les copains des arts pratiqués, notamment d'ici. Mais je veux dire, il y a aussi Jeannot avec Kebra. Trambert et Jeannot, eux, ils venaient de. Je me souviens plus dans quel journal ils avaient commencé à passer Kebra, puis Père. Non, mais. Trambert et Jeannot sont arrivés avec Kebra, mais c'est un personnage qu'ils avaient déjà depuis quelques années dans le carton. C'est en le montrant à la œuvre, a dit ouais, c'est génial. Ouais. Alors là, on est dans quelque chose de plus violent, de plus. Oui, alors Laura Kebra, c'était de l'humour, mais c'était aussi, il y avait la bande cruelle, c'était plus axé sur un argot des banlieues, plein de gens ne parlaient pas, c'était plus trash, on va dire. Et moi, j'étais presque la BD un peu gentille, comme la Ronald reprochait à l'époque, dans les années 80, on disait, ouais, ta banlieue, c'est la banlieue des bisounours, c'est un peu gentil. Celle de Trambert et Jeannot était plus proche, peut-être, d'une certaine banlieue qui existait. D'une réalité. Oui, d'une réalité où on pouvait plus facilement se faire draguer ou agresser dans la rue. Bon, la banlieue, c'était pas une banlieue de zonage, une banlieue. On trouve un peu le clivage entre les mods et les rockers, quelque part. Oui, peut-être. Je me sentais pas mods, mais à la limite, c'était. Oui. Les rockers, c'était plus des mécaniciens, justement. C'est la moto contre les mobilettes. Philippe Manœuvre a essayé, de façon un peu pernicieuse, d'établir une espèce de rivalité entre Kebra et Lucien. Et souvent, il me disait, ah, t'as vu, Trambert et Jeannot, ça commence à cartonner. Ils vont passer devant toi, ils vont être plus secs que toi, tout ça. J'en ai rien à foutre. J'ai dit, bah, c'est génial, moi j'adore, je suis un grand fan de Trambert et Jeannot, tant mieux pour eux. Et ça l'énervait, il avait vraiment envie qu'on ne soit pas comme un. Je sais pas pourquoi, il pensait que diviser pour venir aimer. Oui, parce que c'est quand même le grand paradoxe de Margerin aux Humano, c'est que. Non, regarde un peu.
C'est le grand paradoxe de Marc Jorin aux Humanos, c'est que voilà une maison d'édition où on a Moebius, Drouillet, cette espèce de graphisme qui triomphe. Mais en fait, celui qui fait les ventes, c'est toi avec les greniers. Oui, en fait, aussi sur les gardes de le dire à l'époque, j'ai une idée de comment ça marchait, mais j'ai appris 20 ans plus tard que j'avais tenu le journal hors de l'eau dans quelques années. Ça m'est ventes, et tant mieux, tant mieux. Enfin, moi, je me souviens de ces ventes, j'étais pas très loin, comme tu sais, de la lecture des comptes à ce moment-là. C'était 100 000, quoi. Alors que à Moebius, c'était 7 000, Chaland aussi, je veux dire en premier tirage. Et donc, c'est un vrai paradoxe, une SF qui déchire vraiment. C'est toi le grand classique finalement qui emporte. Tu sais, on voit bien que le succès et le talent ne sont pas forcément des choses liées. Enfin, bon, je ne veux pas dire que je n'ai pas de talent, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des ventes terribles, qui ont un succès très populaire et qui ne sont pas reconnus de la profession, quand j'avais trouvé, parce qu'on estime que c'est commercial, que c'est, on dénigre leur travail, alors qu'ils vendent des millions d'exemplaires. Et puis quelques artistes qui sont des artistes maudits, on dit ils sont un talent fou. Parce qu'il y a la façon de Daniel Goussens, moi je vénère le travail de Daniel Goussens. Je ne sais pas s'il a dépassé un jour les 1000 exemplaires, mais c'est un type dans la profession, tout le monde adore, et on reconnaît unanimement son talent, mais le public n'a jamais adhéré à son univers particulier. Alors, on va passer on va pas faire le parcours de toute ta carrière, mais finalement, où est-ce que le rock persiste en fait? Parce que encore aujourd'hui, tu es reconnu comme une image liée au rock. Des festivals de rock te demandent de faire des affiches. On aime bien mettre des étiquettes sur les auteurs. Donc, moi, l'étiquette de dessinateur rock ne me dérange pas. Donc, pas, mais c'est vrai, j'avais fait Momo le Cossier, j'ai fait Manu, j'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément rock'n'roll, on va dire. Mais comme le rock'n'roll, c'est aussi un esprit, c'est pas forcément le perfecto, etc. Pourquoi pas? En tout cas, moi, cette étiquette ne me dérange pas du tout. Mais, voilà, je suis un auteur. Et quel est ton rapport à la musique? Parce qu'il y a Denise Twist, par exemple. Oui, on a fait, pour ceux qui ne savent pas, on a fait un groupe avec des auteurs de bande dessinée. Au départ, pour rigoler, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait tous eu un petit parcours rock'n'roll, disons, dans notre jeunesse, on avait eu des groupes. On s'est dit, tiens, pourquoi on se mettrait pas tous ensemble pour faire un groupe et donner un concert en Angoulême. Donc on a fait ça un peu dans le secret, on a répété, etc. Et puis on a proposé au Festival d'Angoulême de jouer dans le théâtre. Il y avait qui dans le groupe? Il y avait Philippe Villemin, Denis Cyr, Jean-Claude Denis, la scénariste Dodo, et puis après quelques copains qui... Ben Radi? Non, tout le monde associe Dodo et Ben Radi dans la BD, mais dans le rock, c'était que Dodo. Et voilà, donc on a donné un premier concert qui a plu, les gens se sont bien marrés, on s'est tous bien marrés, on avait envie de continuer. J'étais là. T'étais là, Philippe, ouais. Je suis. Et je suis bien marré. Ouais, c'est gentil, merci. Jusqu'au jour où quelqu'un nous a proposé, il nous a dit, mais écrivez, composez, et moi je vous produis vos disques. C'était donc Paul Selmanin, qui était l'ex-mari de Lou Choriste. Et on a relevé des défis comme ça, un peu, qui nous a amusés. Et un des titres a été retenu, on a été signé par la maison Vogue, et on s'est retrouvé dans le top 50, on est à la 10e place, avec invité chez Drucker, invité chez Patrick Sabatier à l'époque, tous les gens, Jacques Martin, on les a tous fait, on a fait le Printemps de Bourges plusieurs fois, on a joué sur des tas de scènes. Et là, vous avez arrêté de dessiner? C'est ça le problème, c'est que du coup, on s'est retrouvé, le chanteur, le musicien, et on a tout le temps dessiné. Alors, à part Dodo, la scénariste, qui était un peu mise en avant avec cette chanson, puisque c'est la sienne qui a été retenue, et donc qui était reconnue dans la rue, tout le monde lui demandait des autographes. À part Dodo, nous, on avait tous envie de refaire des BD. C'est sympa la musique, mais voilà, c'est contraignant. En plus de nous imposer des fois des playbacks, c'est ringard, parce que tu
faire semblant de chanter sur un ensemble. Donc ça nous a amusés, mais moyennant. Au bout d'un moment, on a eu envie de retourner avec les et puis comme on était un groupe un petit peu atypique, dans la mesure où chacun avait son répertoire, on était 9, quand on écoutait la chanson, mais on avait tous un répertoire différent. Moi je chantais des trucs plutôt rigolos, Chocotony, des chansons plutôt à texte. Denis Cyr bien rock'n'roll, Bulma c'était bien trash, Dodo c'était plutôt... En fait, votre rock ressemblait. Voilà, exactement. Donc c'était, on écoutait un concert du Denis Street, c'est comme si on avait vu 5 groupes différents. Et alors pour le public c'était rigolo, et pour une maison de disques c'est moins rigolo, parce qu'on a dit dans le prochain disque ce ne sera pas une chanson pour les un peu romantique comme tu dis que tu aimes, qui a du marché, ce sera un truc différent, chanté par quelqu'un de différent. Ça va être compliqué à gérer. Et on a dit que pour le prochain disque ce sera encore quelqu'un de différent avec un autre style. Et ils ont dit non, c'est pas possible. Donc ils nous ont imposé l'auto-chanteuse. Et nous, on n'a pas trop envie d'être toujours derrière. Les chœurs, le dos, voilà, petit à petit, ça servait. Alors moi je voudrais revenir sur Philippe Manœuvre. Voilà un gars qui vient du rock, qui est un journaliste brillant, brillantissime même. Jeune arriviste dans le monde. Oui, mais en même temps, bonne plume. Très rentre dedans. Les critiques de Philippe Manœuvre, qui signait d'ailleurs Staline, si je me souviens bien. Joe Staline dans Métal Hurlant. Je crois que Dionel aussi ont signé. Oui, ils écrivaient à deux, je crois, ils signaient à deux, hein, non? C'est un pseudonyme commun à Dionnet et Manœuvre. Ça déchirait quand même. Et Manœuvre a fait un peu sa carrière, un peu comme Bouvard ou certaines personnes comme ça, sur un peu le cassage. Au début, il avait vraiment un temps dur et il avait tendance un petit peu à désinguer tout le monde par les groupes de rock. Et ce qui faisait qu'il avait des fois un petit peu peur quand il allait dans les concerts de tomber sur les mecs qui avaient désingué. En même temps, un excellent pédagogue. Moi, je me souviens d'articles qu'il écrivait pour raconter déjà à l'époque l'histoire des groupes, des grands groupes. C'était un très très bon propagandiste de ces musiques contemporaines, enfin de ces groupes contemporains. Ouais. Et alors, juste une question. La rédacteur en chef d'un journal de BD, est-ce que quand il regardait vos planches, il avait un propos pertinent? Je ne sais pas s'il était pertinent, mais je crois qu'il m'avait un peu dans le collimateur. D'abord parce qu'il est arrivé, il a eu envie de montrer un peu son pouvoir, donc genre le loup qui rentre dans la galerie. Et moi, il détestait ce que je faisais. Et en plus, comme j'étais un petit peu protégé de Dionnet, qui aimait bien ce que je faisais, par rapport à Métal Hurlant, ça faisait un peu tâche. Les auteurs métal, et puis du moins avec mes chroniques, c'était avant Lucien. En même temps, il y avait Chaland qui le pointait, puis son nez. Non, Chaland n'était pas encore là. Je parle tout au début quand Valère est arrivé. Et moi, je faisais mes petites parodies de SF. C'est vrai que c'était pas terrible. Mais bon, en tout cas, Dionnet me disait non, on va laisser faire, et puis ça va évoluer. Enfin, en tout cas, Dionnet me faisait confiance. Et Manœuvre n'avait qu'une envie, c'est de conduire. Donc, je sais qu'il y a eu, dans 2-3 ans, des tensions entre Philippe Manœuvre et moi. Il a même fallu se foutre sur la gueule plusieurs fois. Et puis après le numéro spécial rock, du coup ça a un petit peu changé parce que il aimait bien ce que je faisais et il a commencé à être plus cool et après Alors, qu'est-ce que ça donne là au niveau des... Ça bosse, hein. Ouais, ça bosse, hein. Monter l'histoire du rock C'est pas hyper avec net. quelques oublis. Vous arrivez à voir un peu Oui. Alors, tu prends un gros marqueur, tu dis Hein? tu prends un gros marqueur bien grand. Non, je sais que c'est... Non, je peux me laisser à mon influence Marge. est-ce qu'il y avait du dessin dans vos concerts, dans vos moisins? Non, en fait, les concerts de dessin sont arrivés très tard, c'est assez récent et je trouve ça une bonne idée. Mais c'est une idée qui fonctionne très bien pour certains concerts et qui fonctionne moins bien pour d'autres. Parce que le dessin est très. Ça se termine par mort. Oui. Enfin bon, tu vois, ça bouffe. Le dessin, il bouffe l'attention des gens. Et quand t'as un mec sur scène là qui se défonce pour
faire son jeu de scène et tout le monde regarde le dessin au-dessus. Je pense que ça va être un peu déstabilisant. Je peux raconter une Vas-y, anecdote, vas-y. parce que j'en ai fait pas mal. Non, on l'entend bien. J'en ai deux en fait. Mais j'ai deux anecdotes qui recoupent ce que tu dis, c'est qu'avec Charles Berberian, on a fait beaucoup de concerts avec Rodolphe Burger, dont un en Angoulême. Et au premier concert, il ne comprenait pas ce qui se passait par rapport à d'habitude, parce que tout le public regardait, mais tous les regards passaient au-dessus. Puis à un moment, on a fait une sorte d'anecdote graphique, et les gens se sont mis à applaudir, alors qu'il n'avait fait aucun riff de guitare, ni rien de particulier. Et le deuxième, et là je vais un petit peu dire quelque chose, mais bon, je pense qu'il y a prescription, c'est Arthur H et Christophe Blain. Et Arthur H a rendu fou, mais vraiment fou que par moment, Blain. Ouais, et à un moment, il a demandé à ce qu'on coupe la caméra, tellement ça rendait. Voilà. Mais à part ça, je pense qu'en dehors des concerts, c'est une version très sympathique. Ah, mais c'est vrai que Arthur fait partie de ces auteurs qui créent un climat bon, c'est pas une date de scène, on se peut démarquer avec ça, mais il a envie de communiquer par le regard, d'échanger avec son public, et si le public regarde au-dessus, je peux comprendre que tu as l'impression de parler à quelqu'un qui regarde ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dérangeant dans les concerts de rock, alors que je me dis, si c'est vraiment du rock où le mec il se roule par terre, font les tons, tout ça, et que ça va, c'est très tonique, le dessin du coup est moins présent. Donc on est un peu plus en train de se regarder les deux. Est-ce qu'un dessin peut être rock? C'est quoi les caractéristiques d'un dessin rock si ça existe? Oh non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être pas le tien, mais on voit Serge Clair, par exemple. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des dessins. Par exemple, Christophe Blain, il y a une puissance, Budge, c'est laquelle il y a une puissance. Donc, le dessin, ça pourrait être un dessin rock, mais il ne cite jamais des rockers, enfin, je sache autre chose. Et puis, tu as des gens, par exemple, s'il y a un type Béricole belge, vraiment, qui dessine d'habitude, je sais pas, par exemple, pour le baptême, au hasard, qui fait partie de la vie, oui. Voilà, s'il fait l'histoire de rocker, bon, voilà, ça va faire un peu d'enfant, on va le croire, c'est pas. Parce que j'ai l'impression quand même que dans Métal Hurlant, à cette époque, entre Jeannot, Trambert et Jeannot, toi, Serge Clair, Denis Cirque et ses pin-up, il y avait quelque chose de rock. Oui, je suis d'accord que dans le trait, il y a quand même quelque chose. Pour moi, un des plus rock, ce serait Villemain. Je parle moins de l'histoire des blagues, mais plutôt avant, quand il travaillait avec Mervoyer, chez les Druzes, les KSS, tout ça, c'était un dessin très noir, très dur. Il a fait beaucoup de BD justement sur les ambiances de banlieue, de look. Et ça, quand tu voyais ça, c'était terrible. Très puissant. Alors on va peut-être passer à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous voudriez poser à Margerin Gérald, il y a un grand silence. Ah ben voilà. Attendez, Monsieur Margerin, que pensez-vous du Hellfest? Est-ce que le Hellfest représente le rock? Oui, ça, je crois que le rock, c'est une grande famille qui se divise sous plusieurs tendances. Il y a, même dans le rockabilly, d'ailleurs j'avais fait une bande dessinée comme ça où Lucien fait la queue pour une espèce de truc vers une nouvelle star. Et avec des jeunes qui sont devant lui, qui lui disent qu'est-ce que vous faites comme rock, parce que les gamins ils sont là en train de parler de death metal, ils citent toutes les tendances de rock qu'il peut y avoir, il y en a 14. Donc Lucien il dit quoi, nous on fait le rock, le seul, le vrai, le rock du Coran. Et le jeune fait ah oui, je vois le rock à grand-papa. Oui, parce que en même temps, c'est vrai que ces personnages ont vieilli avec, oui, et puis le rock, il n'a pas vieilli. Le rock, il a un peu vieilli quand même. Effectivement, même si on adore les Cochrane, Michel Vincent ou Elvis Presley, ça a quand même un peu vieilli. Après, il y a eu une tempête, il s'appelait les Beatles, les Rolling Stones, tous ces gens-là, les Zed, pas tous les cités, mais dans les années 80, ils ont balayé complètement lors des années 50, qui est revenu après, parce qu'il y a toujours une espèce de boucle qui tourne, le mouvement revival,
Alors les mecs commencent à nouveau à collectionner les vieilles voitures américaines, les vieux vinyles, les machins. Et le rock, les années 50 revient un peu en force. C'est un peu après le mouvement des Stray Cats qui a remis un petit peu tout ça au bout du jour. Mais c'est vrai qu'il y a le fest, bien sûr, c'est du rock. Par contre, c'est un style de rock que moi, sur lequel j'adhère pas, parce que franchement, c'est vrai. C'est là que j'ai sûrement vieilli, mais quand j'étais jeune, c'était MC5, il y avait quelques groupes comme ça. Mais j'ai jamais été un grand fan du rock and roll à fond la caisse, les mecs qui hurlent en micro. C'est rigolo, mais bon, sur la tasse de thé, franchement, je préfère écouter un bon Beatles. D'autres questions? Là, je vois. Donc à ce sujet, certains auteurs écrivent à la fin de leur bouquin qu'ils ont écrit sur une musique. Est-ce que vous avez est-ce que vous dessinez en musique et Alors, sur quelle musique? Alors, en fait, les trois quarts du temps, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, j'écoute beaucoup de musique, mais les trois quarts du temps, je dessine avec la radio. Donc, j'aime bien, parce que je vis seul, je travaille seul, la solitude ne me reste pas du tout, je suis avec des personnages, je suis dans mon univers, tout va bien. Mais j'aime bien entendre parler. J'écoute parce qu'ils disent. Il y a des débats. Alors, de temps en temps, j'écoute parce que c'est, par exemple, le matin, je suis pas trop du matin, donc le matin, je bosse moyen, mais du coup, j'ai bien écouté la bande originale, et tout comme ça, avec quelques comiques qui me plaisent bien. Et puis, dans l'après-midi, j'ai plutôt tendance à être sur mon dessin, mais ça va quand même, il y a de la musique, bien sûr, de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est plus un fond sonore. Voilà, c'est une présence. Comme on peut avoir un chien, un chat, comme moi j'ai une pause de radio. Et par contre, après, quand je suis plus disponible à la musique, là je me mets sur les vieux vinyles, parce que j'adore les écouter aussi, Et tu continues à gratter une guitare ou à faire... Oui, alors je me suis mis à la guitare sur le tard, tout le monde avait toujours imaginé que j'étais guitariste quand j'avais 20 ans, 30 ans, ce qui m'a valu quelques déboires, parce que j'arrivais dans des ambiances comme ça où il y avait un concert et tout le monde m'annonçait au micro. Et maintenant, Franck, tu as fait une meuf avec nous. J'arrive, non, je sais pas jouer de la guitare. J'arrive, Franck, c'est sympa. Ah non, je vous jure, je sais pas jouer de la guitare. Franck, tu es chiant, allez, merde. Tout le monde m'osait la gueule. Je disais, putain. Je me suis mis à la guitare sur le tard et j'ai énormément de plaisir à jouer de la guitare. Je joue la guitare comme un gros fumeur sur les mains à clope. C'est un moment de détente, j'arrête de bosser, je prends la guitare. Principalement acoustique, parce que la guitare électrique, ça ne m'amuse pas trop. La guitare acoustique, j'adore, ça t'envoie des vibrations. Je crois que c'est un peu le même principe que le gong pour les gens qui pratiquent le yoga, je crois pas, une espèce d'onde un peu relaxante. Et ça, je le sens dans la caisse de la guitare. Et jouer la guitare, je te jure, c'est un vrai kiff. Ah, merci. Comment serait classifié la musique hier, le rock? La musique qu'il y avait au restaurant. Quel type de rock? C'était donc Fador Kids, Ludovic Deborn et Fanny Michaelis. Non, mais j'aime bien, surtout il y a un moment, il s'est un peu lâché la guitare, et une super guitare. Je suis allé voir cette guitare de près. Et là, on était vraiment emportés, c'était très agréable. C'est vrai qu'il y a eu tout au début un moment où la guitare était un peu trop forte par rapport à la voix, et là j'ai pris un peu de recul, et en temps vers plus, je me suis rapproché de mes potes. Et on a plus bavardé quelque chose, mais il y avait quand même un fond sonore qui était agréable. Et j'ai redécouvert à la fin du concert, quand il y avait un peu moins de monde, et la musique, elle s'était un peu, elle était écrasée. Mais bon, il y a un temps pour tout, il y a des jours où je vais écouter des heures, je vais écouter une telle sorte de musique, et des heures où je vais écouter une autre sorte de musique. C'est pas forcément. Et tout le monde, à ma BD, peut penser que je suis fan de rock'n'roll des années 50, comme Lucien, sa banane. Non, moi j'écoute aussi la musique argentine, une sorte de beaucoup la musique d'Amérique du Sud, sur ma compagnie chilienne, du coup elle m'a fait découvrir plein de choses. J'ai autant de plaisir à écouter Mercedes Sosa que Elvis Presley. Est-ce qu'on pourrait voir Franck évoluer, Lucien, pardon, évoluer vers ce type de musique justement, changer, devenir un... Tu sais, en dessinée, on ne peut pas vraiment faire passer la musique. On se réfère au look, toi, donc Lucien, quand il a ses guitares, ils sont perfecto, on se doute qu'il joue du rock, donc il faudrait que je lui mette un poncho, c'est un peu ridicule.
Mais non, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire passer malheureusement en BD. Entre autres, la bande-son, c'est difficile. On peut écrire boum, tac, off, etc. Mais la musique, c'est quand même un truc du village, on ne peut pas trop faire passer la musique. C'est que par le look des personnages, l'attitude peut-être. Ça m'amène une réflexion parce que ce que tu viens de dire, c'est vrai que s'il y a un truc qui passe pas en bande dessinée, c'est la musique. Et pourtant, ce moment de l'histoire de la bande dessinée, qui était les années 70-80, a été intimement lié à celle de la musique. On disait BD et rock vont vraiment ensemble. Ce qui n'est plus le cas, alors que par exemple, Sazerkid, que ce soit Ludovic de Burgh ou Fanny Michaelis, font de la bande dessinée. Quand on lit leur bande dessinée, on n'imagine pas, si on ne les connaît pas, qu'ils sont par ailleurs des musiciens. Comme s'il y avait, comme si cette définition d'une contre-culture à l'époque qui était bande dessinée rock'n'roll, aujourd'hui n'avait plus lieu d'être comme ça. Oui, d'ailleurs, on a souvent posé la question du lien entre la musique et la BD. Pas un lien direct, c'est des choses totalement différentes. C'est les oreilles, c'est les yeux, voilà, certaines vibrations, ça passe par le graphisme. Donc, il n'y a pas de lien direct, mais c'est vrai qu'il y a un courant d'auteurs de BD qui faisaient de la musique, de musiciens qui dessinaient. Ou parfois des auteurs de BD comme Causet qui mettaient leur playlist en fin de volume. À lire en écoutant. Ah oui, j'ai vu ça dans certaines BD. J'ai vu ça dans certaines BD. Oui, pourquoi pas. Mais je crois que moi, j'ai pas besoin de musique quand je lis une BD. Franchement, je me fais moi-même mon cinéma. Et les personnages, je les entends. Enfin, je suis comme dans un film, moi j'ai une BD. Tout ce qui peut être extérieur risque plutôt de me déranger. Bon, dernière question peut-être, madame. Qu'est-ce que vous aimez bien lire comme BD en dehors de... Ah, ça, c'est la question pour ce 50 amis. 50 amis. Non, mais... Est-ce que vous restez dans le même style ou Non, bien sûr que non. Maintenant, j'ai ouvert à tous les styles de bande dessinée. De bande dessinée, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à lire les BD qu'on me recommande. Des gens qui me disent, tiens, il faut que tu lises ça, c'est ce qu'on va ici, je vais acheter quelques BD en partie. Et puis les BD, les copains bof, parce que si on est copains, c'est souvent parce qu'on aime un peu les mêmes choses, on a des points communs. Et puis j'aime bien relire les grands classiques. C'est-à-dire que pour moi, un Tintin ou un Spirou, ça se démode pas, j'ai toujours autant de plaisir, je me replonge dans la jeunesse. Et j'ai toujours... Ta référence était Maurice, non? Non, mais j'ai eu plein de références, puisque j'ai lisé Pilote et Spirou, donc tous ceux qui étaient dans Pilote et dans Spirou ont été référents. Moi, dans Tintin, je lisais la bande dessinée Tintin, mais je ne lisais pas le journal de Tintin. Donc après quelques années, quand j'ai rencontré Danny, Tibet, des gens qui étaient dans Tintin, qui étaient pour certains des vieux vivants, moi c'était juste des copains, je l'avais lu leur télé, donc je ne savais pas cette émotion comme ça en les regardant. C'est nous qui l'avons gauché. Donc, j'ai pas lu ça. Donc, mais par contre, c'est vrai que Maurice, Lucky Luke, Astérix, Tintin, Spirou, surtout Franquin, Et ça c'est toujours la même bande dessinée, c'est l'école belge, mais il y a l'école américaine, et puis maintenant, évidemment, il y a l'école japonaise, et en même temps, on va regarder aujourd'hui toute la bande dessinée. Je ne pourrais pas la définir comme école, je ne sais pas si ça vient que France ou Europe ou autre. Qui n'a plus rien à voir avec cette bande dessinée qui était sourire, qui représentait presque une image des 30 glorieuses, d'explosion, le sourire. Les couleurs sont très tristes aujourd'hui, sont très noires, très sombres. On est dans une autre vision. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la BD américaine, j'ai découvert à travers l'Underground. Parce que Marvel, il y a quand même une petite filiation entre ton univers, ton dessin, avec Gilbert Shelton. Oui, Shelton et Crumb, donc Texte 4, l'histoire naturelle, les 3 heures, tout ça. J'ai découvert, j'avais 17 ans, 16-17 ans, parce que ma soeur était déjà à San Francisco, elle me reliait tous les alcooliques, les Tough Press, etc. Donc une belle collection de comics underground. Et là, ça fait la claque. Moi, je sortais de l'école belge au niveau de lecture, donc Spirou, ce qu'il disait, etc. Là, je tombe sur les mecs à poil, les mecs qui se défendent.
faire ça en BD, mais c'est pas possible. Ça me paraissait incroyable. Et c'est vrai que ça a contribué à nourrir beaucoup mon style par la suite. Ces gens-là ont fait beaucoup. Par contre, c'est vrai que je suis passé complètement à côté des super-héros, à part pour faire quelques parodies. Et puis les mangas, je suis passé à côté complètement aussi. Parce que c'était à l'époque, j'étais déjà à fond dans la BD. Moins de temps pour m'intéresser à ce qui se faisait à côté. Donc quand on parle de manga, je vois vaguement l'origine, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout pointu dans ce domaine. Bon, mais je pense qu'on va tout doucement terminer cette conversation. On en a marre. Non. Non, mais je pense qu'il faut qu'on laisse à ça. Et puis, il faut faire une dédicacée. S'il y a un film, je reste. Ouais, vous pouvez retrouver Franck Margerin à la médiathèque précisément pour faire signer ses albums. Et puis, en tout cas, merci d'être. Merci à Philippe, je n'ai pas vu beaucoup de dessins, j'espère qu'il en verra tout à l'heure. Et un problème de. Les batteries étaient vides. J'aimerais parler des originaux. Décidément, Là, elles sont vraiment vides. la séquence aurait été vraiment rock'n'roll. Bon, ben, en tout cas, merci. Merci à tous de rester. On peut applaudir.